revoir le replay plus tard, et aussi voilà, ceux qui seront pas là pour reprendre le fil de ce qui a été dit. Euh, voilà, s'affichent les règles aussi de bienséance que tout le monde maîtrise maintenant. Donc 2 temps sur notre rendez-vous de ce matin. Un premier temps de conférence où on va vous présenter 3 sujets de 10 minutes environ avec un question-réponse. On vous invite à lever la main et prendre enfin de poser vos questions à travers le chat. Et puis un deuxième temps sur la fin de notre rendez-vous pour poser toutes les questions, voilà, toutes les questions utiles avoir un temps d'échange libre sur les sujets qui ont été abordés et voir sur ce qui peut se passer par la suite. Donc là, on revient sur le Spark Up, je l'ai évoqué. A priori, je ne sais pas si pour tout le monde c'est maîtrisé. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Christian, je te propose de passer la parole au premier intervenant. Oui, oui, je vais faire juste une petite introduction. Donc, moi, je suis Christian Breton, donc je suis ambassadeur innovation EHE pour entreprise humain environnement. Et je voulais juste vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau donc de Totem EHE. Donc aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle une route, hein, une rencontre ouverte à tout public organisée par Totem. C'est des rencontres qui sont bimestrielles. On a commencé au mois d'avril. Le but, c'est de faire de la veille et des échanges entre partenaires extérieurs par rapport à un certain nombre de sujets. Ces routes sont amenées à, à être des workshops par la suite qui sont donc organisés par des ambassadeurs de Totem et qui permettent de poursuivre les échanges en affinant et en essayant de se découvrir les uns les autres, de regarder ce qui se fait au niveau innovation dans les différentes entreprises et d'essayer d'en déterminer des sujets qui passeront donc, et ça sera dans le cadre des membres de Totem, hein, dans ce qu'on appelle l'innovation ouverte, où on va faire des rencontres entre membres et lancer des ateliers ou des labs et faire des petites expérimentations pour valider des concepts ou dérisquer un certain nombre de choses. L'objectif final, bien sûr, étant de faire des projets collaboratifs innovants. Et donc, aujourd'hui, on a différents sujets qui sont à différents stades par rapport à cet escalier-là que l'on voit. Tout cela s'appuie sur, bien sûr, la charte éthique de Totem. Hein, à partir de l'orange, il faudra qu'on soit déjà d'accord sur le principe de cette charte éthique. Et dans tous les cas, comme dans Totem, il n'y a pas de sujets qui sont traités s'il n'y a pas un certain nombre d'entreprises qui sont intéressées. Donc, à partir de 3-4 entreprises, et bien sûr un chef d'orchestre que l'on appelle l'ambassadeur chez Totem. Donc l'objectif, comme vous le voyez dans un extrait de la charte qui est en haut, c'est d'avoir une efficacité dans les échanges en privilégiant une approche collaborative, innovante, agile, équitable au sens où, comme cela est dit dans la charte, quelle que soit la taille de l'entreprise, elles ont toutes la même importance dans le cadre de nos réflexions. Et bien sûr, tout cela est basé sur l'intelligence collective. Donc, moi, je suis là pour un peu comme facilitateur de l'innovation, hein, mais aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités aussi de rejoindre par d'autres chemins les sujets qui sont en cours. Et donc, je vous invite à me contacter. C'est les sujets d'aujourd'hui ou les sujets dont on va vous parler qui sont déjà en cours de manière assez générale, on va dire, hein, parce que c'est clair que si on parle, je prends l'exemple de l'industrie 4.0, il est clair qu'en innovation ouverte, on est sur des sujets un peu plus précis que ça.
et sur les projets collaboratifs encore plus, donc très près du produit ou du service. Voilà, donc excusez-moi pour cette petite introduction et je passe la main donc à Sébastien, au premier Sébastien. Sébastien, peut-être micro. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous me voyez? Tout fonctionne? Okay. Écoutez, bonjour à tous. Je vais vous présenter essentiellement un outil d'intelligence collective voilà, qui permettra de partager en entreprise sur le sujet du changement climatique en particulier et de mobiliser et fédérer vos équipes autour de ce sujet-là. Voilà, alors je vais vous partager ma présentation. Alors, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Ouais, c'est bon pour vous. En plein écran. Oui, peut-être, je ne sais pas si elle est en plein écran. On dirait quand même. Hein. Parfait. Donc, du coup, l'outil en question s'appelle la fresque du climat. Alors, peut-être que certains d'entre vous en ont parlé. On a entendu parler, pardon. Donc, un petit slide introductif rapide. Voilà. Ça va passer sur la slide suivante. C'est tout bon pour vous? Oui. OK. Donc, un petit slide introductif sur le changement climatique. Je pense que vous êtes tous globalement au courant du sujet. Donc, en bas à droite, on a une représentation des augmentations de température de division 50 à nos jours. Donc, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Donc là, on parle de température moyenne sur la Terre. En haut à gauche, ensuite, vous avez des images de l'incendie en Australie qu'on a tous en tête. Aussi les inondations. Alors, j'aurais pu vous mettre des inondations, des images des inondations qu'on a eues dans le nord de la France là ces derniers jours. Ensuite, des feux de forêt en Californie et en haut à gauche, un petit graphique qui représente les zones, le nombre de jours par an dans certaines zones géographiques. Donc le nombre de jours par an qui seront tout simplement invivables pour l'être humain, sans climatisation en extérieur, si on arrive sur plus 5 degrés en 2100. Voilà, donc du coup, c'est un peu le scénario catastrophe vers lequel on souhaiterait ne pas s'orienter. Et pour info, on y voit un petit peu de jaune dans le sud de la France, donc on est aussi concerné. Voilà, alors. Donc la bonne nouvelle, c'est que on peut y faire quelque chose. On a aujourd'hui les manettes pour agir. Et la première des choses, c'est déjà la pédagogie, c'est savoir prendre bien conscience tous ensemble du problème. Et on a eu une belle démonstration récemment avec la Convention citoyenne pour le climat qui a démontré que la pédagogie climat, ça fonctionnait, puisqu'on a eu 150 citoyens tirés au sort qui ne connaissaient pas le sujet plus que les Français moyens et qui en sont arrivés à proposer des mesures qui étaient particulièrement ambitieuses. Et d'ailleurs, probablement un petit peu trop ambitieuses, puisque le contenu des mesures a été largement édulcoré par le gouvernement. Donc peut-être que le gouvernement aurait dû avoir les mêmes présentations que les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà. Et donc du coup, en entreprise, on propose l'atelier de la fresque du climat. Donc qu'est-ce que c'est que la fresque du climat? C'est un atelier scientifique collaboratif et créatif aussi, dont le but est de sensibiliser les participants aux enjeux du climat. Voilà, c'est un jeu qui est entièrement basé sur les rapports du GIEC, donc normalement avec une base scientifique indiscutable. Il fait 42 cartes, donc les 42 cartes sont disposées au fur et à mesure par un animateur. Le jeu dure 3 heures.
Il commence par donc une phase scientifique où on fait les liens de cause à effet entre les différentes cartes pendant 1h30. Ensuite, une phase de créativité qui dure une demi-heure, qui permet de s'approprier la fresque en elle-même et aussi de passer un bon moment entre collaborateurs. Et ensuite, une dernière phase qui dure 1 heure, qui est une phase de débriefing, où on fait un tour des ressentis, on s'exprime sur le sujet, et aussi on discute des solutions qu'on peut mettre en œuvre, aussi bien au niveau individuel, collectif, et en particulier dans l'entreprise. Voilà, et donc le but, c'est vraiment au final, de repartir avec une meilleure connaissance du sujet, et aussi de repartir avec l'envie d'agir et de s'engager sur le sujet, aussi bien en entreprise qu'en extérieur. Et alors, comme dirait Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être, membre du Haut Conseil pour le climat et créateur de la méthode bilan carbone, voilà, faire la fresque du climat en 3 heures, c'est un peu l'équivalent de lire en diagonale l'ensemble des rapports du GIEC, qui fait à peu près 2000 pages. Voilà, donc 3 heures, ça peut sembler long pour certains, mais en fait, c'est très très court vu les bénéfices qu'on peut en retirer. Alors, je crois que j'ai un souci de slide. Le slide que je viens de présenter, il est là. Et je vais passer au slide suivant. Du coup, pourquoi déployer la... Alors, je laisse le slide sur lequel j'ai parlé, je vais anticiper, il n'y a pas de souci. Pourquoi déployer la fresque du climat en entreprise? Donc, c'est déjà un très bon outil en appui de votre politique RSE déjà existante. Voilà, et vous permettre de participer vous aussi en tant qu'entreprise à la lutte contre le changement climatique. Ça permet aussi de répondre à une demande de vos parties prenantes. Alors là, d'une manière plus large, je ne parle pas que de la fresque du climat, mais l'action en entreprise de réduction de l'impact carbone, donc répond aux demandes de parties prenantes, donc que ce soit de l'État, via le biais de la réglementation qui existe déjà aujourd'hui et qui sera amenée à se renforcer, aussi via le biais des clients qui eux aussi peuvent avoir ce genre de demande dans leur cahier des charges. On pense en particulier aux clients publics par le biais des marchés publics, mais aussi aux salariés, que ce soit les salariés que vous avez aujourd'hui dans votre entreprise ou aux salariés à recruter, puisqu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ce sujet, en particulier les jeunes, et voilà, souhaitent que les entreprises s'engagent sur ce sujet qui est important. Alors, Sébastien, je me permets d'intervenir. Christian a levé la main pour peut-être poser une question. Je ne sais pas si tu souhaites le laisser intervenir maintenant ou si tu préfères dérouler tes slides et On va finir les slides et qu'on posera la question de suite. Très bien. Peut-être que j'aurai la réponse dans les slides suivantes. Je te prévenais au cas où tu le voyais pas en même temps. Oui, merci. En fait, effectivement, je ne l'ai pas vu. Alors, slide suivante. Voilà, donc pourquoi déployer la fresque du climat en entreprise? Donc voilà, c'est pour effectivement mieux comprendre les enjeux du climat grâce aux données scientifiques. Ça permet aussi de créer du lien et de la cohésion entre collaborateurs. Donc c'est un atelier qui s'utilise très très bien en team building, en guise de team building. Voilà, on passe un moment sympathique entre collaborateurs. C'est l'occasion d'apprendre ensemble, aussi le moment de créativité est aussi un moment qui est sympa à passer ensemble. Et enfin, la dernière partie qui est du partage des ressentis et aussi de l'idéation sur les solutions possibles est aussi très positif. Ça permet voilà, d'échanger en interne sur ces solutions-là. Et éventuellement aussi de pouvoir faire progresser la société, votre entreprise sur ces sujets-là, aussi bien dans la vie de tous les jours de l'entreprise, voilà, à la machine à café, au restaurant, mais aussi sur les aspects un peu plus stratégiques relatifs à l'activité de votre entreprise. Voilà, donc du coup c'est le troisième bullet, finalement, dessiner des axes stratégiques et des feuilles de route impact. Voilà. Ensuite, la fresque du climat, donc c'est non seulement un outil, mais c'est aussi une association qui s'est montée fin 2018 pour promouvoir la diffusion d'outils
Aujourd'hui, l'outil, ça fait 3 ans, quasiment 3 ans que l'association a été créée. Et en 3 ans, il y a eu 250 000 participants qui ont fait la fresque, dont 30 000 en entreprise à peu près. L'objectif que l'association s'est fixé, c'est 1 million de personnes sensibilisées à horizon 2022. Et pour ça, ça passe par effectivement la formation d'animateurs. Donc aujourd'hui, on est plus de 10 000 animateurs, essentiellement bénévoles. Mais parmi ces 10 000 animateurs, il y en a aussi une bonne partie de professionnels, dont je suis. Voilà, cet objectif du million, il sera aussi atteint par le biais de l'internationalisation de l'outil. Et aujourd'hui, l'outil est présent dans 50 pays et traduit en 35 langues. Alors, l'outil s'adresse à tous les publics, que ce soit auprès des citoyens, auprès des élus et aussi auprès des entreprises, évidemment. Voilà, alors on a Voilà, mais c'est le même atelier qui est proposé à chaque fois. La différence étant qu'en entreprise, on peut effectivement personnaliser la partie de recherche d'action et éventuellement les cartes, c'est possible aussi. On a vu des cartes spécifiques qui ont été adaptées pour les entreprises. Voilà, aujourd'hui, alors les groupes du CAC 40, mais pas que, déploient la fresque, donc 21 entreprises du CAC 40, dont EDF, Bouygues et Suez, qui ont l'ambition de faire participer l'ensemble de leurs salariés à l'outil. Voilà, quelques soutiens, donc des têtes connues, en particulier Valérie Masson-Delmotte. On a aussi Fabrice Bonifay, le directeur développement durable de Bouygues. Voilà, j'en coule ici. Soutenu aussi par le Shift Project et le GIEC. Et ensuite, une fois qu'on a fait la fresque, qu'est-ce qu'on fait? Alors, après la fresque, la fresque pour moi c'est un prétexte pour faire rentrer le sujet dans l'entreprise s'il n'est pas déjà rentré, ou en tout cas pour renforcer l'action d'entreprise sur ce sujet-là. Et il y a d'autres ateliers de sensibilisation qui existent. La fresque du numérique qui est orientée sur les aspects, voilà, comme son indique, les aspects, l'impact environnemental du numérique, pas que climatique. Aussi la fresque de la mobilité qui peut aussi intéresser le cluster Totem, je pense. Il existe aussi l'atelier d'Eutonne, qui est un atelier de simulation de décroissance de nos émissions carbone, aussi bien au niveau individuel que collectif. Pourquoi est-ce que l'atelier s'appelle 2 tonnes? Parce que notre objectif d'émission en 2050 est de 2 tonnes, sachant qu'aujourd'hui, le français moyen est sur 10 tonnes. Voilà, donc c'est une division par 5 de nos émissions carbone en l'espace d'une trentaine d'années. Donc c'est vraiment un gros challenge qu'on doit tous relever. Et l'atelier d'automne permet de se projeter dans ce challenge-là. Et enfin, évidemment, le bilan carbone, voilà, qui est aujourd'hui obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés, mais qui, voilà, on incite fortement tout l'ensemble des entreprises à faire leur bilan carbone pour voilà, avoir une vision de leurs émissions pour ensuite agir dessus. Voilà, c'est pas en éteignant la lumière en sortant des toilettes qu'on va résoudre le problème, si vous me permettez cette petite remarque. Voilà, clairement, voilà, très important de faire le bilan carbone. Ça, c'est voilà, pour des gens qui ne sont pas habitués à compter le carbone, c'est très difficile d'avoir une vision claire sur le sujet, et c'est vraiment l'outil phare pour avoir une vision plus claire. Et aussi, il faut savoir que l'outil bilan carbone, c'est pas uniquement de la comptabilité carbone, c'est aussi derrière un plan d'action qui est proposé aux entreprises. Voilà, donc ça va bien plus loin qu'une simple comptabilité carbone. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci à tous pour votre attention et votre écoute. Et bah écoutez, je suis disponible pour répondre à toutes les questions qui pourraient être les vôtres. Parfait, merci Sébastien. Christian Oui, merci Sébastien pour cette présentation. Donc, alors on est un petit peu en retard, mais c'est pas de ta faute. Tu as respecté ton timing. C'est qu'on a pris un peu de retard au début, donc
on risque d'avoir quelques prolongations par rapport à l'horaire de midi. Donc, je préviens tout le monde et je rassure aussi les autres intervenants. Hein, on ne va pas les couper. Par contre, bon, moi, j'avais une question à poser. C'est que, bon, j'ai vu par presse interposée que je crois que c'est chez les Phages, vous aviez fait une fresque pour 800 personnes ou quelque chose dans ce style-là. Donc, c'est sûr que si nos entreprises souhaitent le faire à l'intérieur de leurs entreprises, eh ben, elles ont été coordonnées, donc il n'y a pas de souci. Par contre, comment on pourrait envisager ça de façon collective à plusieurs entreprises dans le cadre du cluster, sachant que, vu les conditions actuelles, 800 personnes dans une salle, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire. Même moins, donc en raison des contraintes de jauge sanitaire en particulier. Est-ce que ça existe, par exemple, en distanciel? Oui, alors la nouvelle que tu as vue, c'était peut-être la communication que j'ai fait sur LinkedIn, où j'ai fait la coordination d'une fresque à 330 personnes pour Eiffage Route. Ah oui, 330. J'ai été un peu... 330 dans une salle, effectivement, donc c'est déjà pas mal. Donc on était 47 tables avec un animateur pour 3 tables. Et on était 17 animateurs au total. Voilà, alors il faut savoir que un animateur, alors le jeu se joue par table de entre 5 et 7-8 personnes. Un animateur en général gère 2 tables, peut gérer 3 tables, mais ça devient un peu plus, voilà, un peu moins confortable. Voilà, et effectivement, donc, du coup, en fonction du nombre de personnes intéressées pour faire la fresque, on peut évidemment adapter le nombre d'animateurs. Donc, moi, je suis tout à fait en mesure d'organiser ça et de recruter une équipe d'animateurs. Et on peut faire ça en ligne, tout à fait. Avec les contraintes Covid, c'est quelque chose qu'on a développé. Et donc, on utilise Zoom et un outil alors ça peut être Zoom ou un autre outil, hein, en fonction de l'entreprise, bien sûr. Et une table virtuelle qui permet de faire l'atelier en virtuel. Là, pour le coup, en général, c'est un animateur par table, éventuellement un animateur pour 2 tables, mais c'est plus compliqué de se partager en ligne. Voilà, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais reprendre peut-être la main alors. Alors du coup, c'est vrai que j'y pense, je suis parti un peu oublié en tête dans la présentation, j'ai oublié de me présenter. Donc moi, c'est Sébastien Picard, je suis ingénieur, j'ai passé un peu plus d'une douzaine d'années dans l'industrie de l'énergie. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises sur les transitions bas carbone. Donc ça passe par d'abord la sensibilisation, donc via la fresque du climat ou d'autres outils tels que j'ai pu vous présenter. Et aussi évidemment par du bilan carbone, qui est pour moi l'étape indispensable pour agir sur le sujet. Voilà. Merci. Merci. Pas de questions, Maxime? Je vois pas de main levée et ni de questions dans le chat. On pourrait y revenir en fin de rendez-vous si besoin. Mais on va passer à l'autre Sébastien, le temps que je monte la présentation, qui met toujours un petit peu de temps malheureusement. J'en profite pour vous montrer les coordonnées. Oui, sachant que effectivement les coordonnées sont dans la présentation et que Christian, tu confirmes, on pourra transmettre la présentation en suivant. Oui, tout à fait. Donc, ils sont intéressés. Donc, je pense qu'on a vos coordonnées au travers de SparkUp, non? C'est ça? Oui, normalement, les adresses sont renseignées. Très bien. Donc Pensez bien à vous enregistrer. C'est vrai qu'il y a des nouveaux arrivants. Je vais mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez vous enregistrer pendant la présentation. D'accord. Donc,
Sébastien Lerendu, on lui a demandé si le bio-GNV pouvait être une solution alternative en attendant l'hydrogène. Est-ce qu'il veut bien répondre à ça, Sébastien? Absolument, bonjour à tous. Je vais me présenter très rapidement. Donc, Sébastien Lerendu, j'ai 54 ans. J'ai racheté avec mon associé la société Faral Automotive qui est spécialisée dans l'échange standard et l'économie circulaire de moteurs thermiques, boîtes de vitesse, culasse et turbo, majoritairement dans la distribution, c'est-à-dire mes clients s'appellent Autodistribution, Top Garage, Precision, etc. Vous savez que l'économie circulaire, il y a un décret qui date de 2019 qui oblige les professionnels à proposer l'échange standard ou le reconditionnement à leurs clients. C'est pas tout à fait le cas, toujours malheureusement. Donc, je lance un appel aux citoyens pour qu'ils, eux, réclament ce genre de choses. Dans le rachat de l'entreprise, il y avait un projet qui nous tenait à cœur, qui était le projet de conversion de moteurs thermiques en moteurs bio-GNV pour nos professionnels. Aujourd'hui, vous entendez sûrement parler de rétrofit. Et il y a deux types de rétrofit. Il y a, je prends un moteur, par exemple, si on parle de l'électrique, je prends un moteur neuf, j'enlève l'ancien et je remets le moteur électrique à la place et ça fonctionne. Et il y a, je transforme le moteur actuel en moteur électrique, par exemple. En moteur électrique, ça marche pas, mais sur du bio-GNV, ça pourrait éventuellement fonctionner. Nous sommes partis du principe, quand on a racheté la société, que l'électrique, ou l'hydrogène, mais surtout l'électrique, parce que c'est beaucoup plus présent, n'est pas la solution, parce qu'aujourd'hui, quand on nous dit que l'électrique ne pollue pas, c'est vrai, il ne pollue pas quand il roule, mais si vous faites la facture écologique globale de l'électrique, c'est-à-dire de l'extraction des composants, la fabrication, le transport, puisque maintenant, comme beaucoup de choses, c'est majoritairement fait en Chine, jusqu'à la destruction du véhicule, les coûts sont lourds. Donc, ça, c'est pour l'aspect écologique. Sur l'aspect très pratique, tout le monde n'a pas malheureusement un garage dans sa maison pour pouvoir recharger, donc ça pose aussi d'autres questions. Nous travaillons majoritairement sur du VUL, du véhicule utilitaire léger, donc de la camionnette, et nos clients sont majoritairement des professionnels, artisans pour la majeure partie d'entre eux, et flotte. Et donc, on a réfléchi à trouver une solution, et nous avons passé un contrat avec une start-up qui est dans la banlieue de Toulouse et qui a développé un moteur qui est transformé du thermique diesel au bio-GNV. Donc, juste même qui sont adhérents de Totem. On les connaît. Tant mieux. Tant mieux. Donc, juste quelques explications, quelques notions d'explication pour la problématique. 6 millions de VUL en France, un parc qui est non seulement à plus de 90% diesel, 97% diesel, pardon, mais dont la part du diesel augmente et dont l'âge augmente. Une volonté politique forte, bien évidemment, de réduire les émissions. Création des ZFE, pour information, 25 ZFE à fin 2024 seront créés sur le territoire. Donc ZFE, c'est critère 1 maximum. Ça veut dire qu'aucun véhicule diesel ne pourra intégrer ces ZFE, même si elles ont été achetées 3 mois avant la création de la ZFE. Pardon. La volonté citoyenne de plus d'écologie, la notion d'urgence, Sébastien, juste avant, en a très bien parlé. Solution actuelle peu adaptée aux contraintes des artisans et des entreprises. Et enfin, des coûts importants pour ces dernières pour répondre demain aux contraintes imposées. C'est-à-dire qu'on discutait avec un patron de société qui fait de la peinture, qui travaille beaucoup sur Paris, qui est à Laval, parce que je ne l'ai pas précisé, mais est dans le nord-ouest de la France, entre Rennes et Le Mans. Il n'a pas de solution aujourd'hui pour envoyer ses gars travailler sur ces chantiers à Paris demain. Et il répond aussi également à pas mal de marchés publics. Donc il est très embêté parce qu'il faut qu'il réponde aux souhaits d'écologie, mais il ne faut pas non plus qu'il dégrade les résultats de son entreprise. Question ? Donc voilà, donc la société Liptech, qui est notre partenaire sur ce projet, a développé un kit de transformation biogaz
qui est une exclusivité mondiale, bien évidemment, qui est critère 1, qui a le meilleur retour sur investissement du marché par rapport à tout ce qui existe pour les entreprises, qui est garanti 1 an avec un moteur 0 km, ça c'est très important, qui conserve sa puissance, ça c'est également très important, et c'est ce qui fait tout le sel de ce kit de transformation, parce que normalement, le gaz est une combustion lente, ce qui fait que vous perdez quand vous prenez un moteur gaz, 100% gaz brut de pomme, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, vous perdez en pêche et en compression. Donc vous avez un véhicule qui réagit moins, qui est beaucoup plus long à la détente, etc. Avec le principe inventé par Liptech, vous gardez la puissance thermique diesel que vous avez. Une économie de plus de 400 km et une forte réduction des impacts, moins 30% de CO2, moins 60% de rejet d'oxyde d'azote et moins 90% de particules fines, qui est la cible prioritaire de nos amis politiques. Il faut savoir que les premières sociétés qui ont été intéressées sont des sociétés de transport public, type Transdev ou Keolis, si vous les connaissez, et notamment par rapport à leurs véhicules spécialisés en transport pour les personnes à mobilité réduite. Parce que quand vous achetez un véhicule, vous achetez bien évidemment le châssis, c'est une chose, mais vous payez également l'aménagement du véhicule. Et vous doublez le prix du châssis. Voilà, les gens de Transdev qu'on a rencontrés à Toulouse il y a un mois nous disaient qu'un châssis diesel aujourd'hui, ça vaut 30 000. L'aménagement de la caisse avec tous les éléments, ascenseurs et autres, vaut également 30 000. Avec ce principe, vous gardez votre véhicule et nous le transformons. Ce qui a deux choses importantes. Ça vous permet bien évidemment de payer nettement moins cher pour répondre aux critères anti-pollution exigés dans les centres-villes. Et deuxièmement, en imaginant que l'État, dans le quoi qu'il en coûte et dans sa grande bonté, nous permettrait nous offrirait à tous un véhicule électrique ou hybride demain pour éviter de polluer en France, qu'est-ce que l'on fait des 43 millions de véhicules thermiques qui existent aujourd'hui? Donc le fait de transformer grâce à l'économie circulaire, un moteur thermique polluant diesel en bio-GNV, c'est le double effet qui se coule, entre guillemets, puisque vous rajoutez de l'économie circulaire sur une transformation écologique. Question, si tu veux changer, s'il te plaît, merci. Donc la solution, elle s'adapte, et on a voulu être très pragmatique dans la recherche de cette solution, parce qu'on ne voulait pas garder l'image un peu souvent qu'a l'écologie d'une écologie punitive, c'est-à-dire vous faites parce qu'il n'y a pas le choix, et il faut qu'on change, hein, on est tous archi conscients de ça, mais voilà, quand il faut vraiment changer nos habitudes, c'est toujours assez compliqué. Donc là, la solution, elle se voulait en tout cas très très pragmatique et pour répondre à l'ensemble des problématiques de nos clients. Donc, s'adapter aux contraintes environnementales, j'en ai parlé. Conserver les performances des véhicules utilitaires, bien évidemment. J'ai parlé des personnes à mobilité réduite, mais c'est valable également pour les caisses frigo, par exemple. C'est valable pour les ambulanciers. Tout l'aménagement coûte très cher. C'est valable demain pour, par exemple, les pompiers. Où là, c'est pas le véhicule, c'est pas le châssis qui coûte cher, hein, c'est vraiment les aménagements. Et donc trouver des solutions économiques avec un coût de renouvellement des flottes bien inférieur, des perspectives d'évolution des prix de l'énergie qui font que quand on parle de bio-GNV, on est sur une filière complètement intégrée puisque c'est issu de la méthanisation dans nos campagnes. Donc on n'est pas non plus dépendant à terme demain d'un monsieur Poutine qui pourrait ouvrir ou fermer le robinet et faire chanter un peu l'Europe par rapport au prix et des aspects qui nous échappent complètement de géopolitique. GRDF, qui est le distributeur, prévoit en 2050 une autonomie complète sur le bio-GNV destiné au transport. C'est loin d'être anodin. Et enfin, un coût de rééquipement des véhicules spéciaux, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est fortement intéressant. Pardon. Christian? Alors, la contrainte qu'on nous oppose souvent, c'est de dire oui, mais c'est super, c'est sympa, machin, mais où est-ce que je fais le plein? Puisque c'est à aujourd'hui la grande question et l'élément qu'on nous oppose.
En décembre 2017, en site d'injection, donc de production de bioGNV, il y en avait 44. En décembre 2021, il y en a 354. D'accord? Et en station publique, vous êtes passé de 57 à 275. Donc vous avez là la carte de l'Ouest, puisque nous, on est basé dans l'Ouest. Vous voyez que les projets sont nombreux. Là, on ne parle que des stations publiques, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de stations privées qui pourraient appartenir, par exemple, à des transporteurs. Hein, on ne parle que de stations publiques, qui sont des grosses stations. Et il arrive sur le marché des petites stations, beaucoup plus petites, qui coûtent 3 fois moins cher, qui sont destinées sur des villes moyennes et qui permettent de faire le plein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les projets de développement de la méthanisation, plus le fait de développer le maillage territoire important, fait que d'ici 15 ans, on aura un maillage super important, pratiquement aujourd'hui, comme on a sur le GPL, par exemple, où on n'a pas trop de problèmes à se ravitailler. Christian? Donc voilà le TCO, parce qu'à un moment, on parle d'écologie, mais on parle aussi d'économie, forcément, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Beaucoup d'entreprises ont beaucoup souffert pendant la période Covid. Si il fallait qu'ils changent l'ensemble de leur parc en achetant du véhicule neuf, ce serait compliqué financièrement, clairement, mais ils ne vont pas avoir d'autre choix que de trouver des solutions. Donc là, vous avez la comparaison du TCO. Le TCO, donc je me rappelle, c'est le retour sur investissement. Et donc le KMV1, qui est le kit de motorisation verte, qu'on estime à peu près à 12 000 euros, a le meilleur TCO par rapport aux autres énergies et aux autres solutions qui existent, soit du GNV9, soit du rétrofit électrique, soit même du 100% neuf électrique, bien évidemment. Donc c'est une solution qui se veut économiquement intéressante, écologiquement très pertinente, et qui va permettre demain à nos clients de manière très rapide, parce que transformer un moteur, nous c'est ce qu'on fait, hein, on transforme à peu près 2000 moteurs par an aujourd'hui. Transformer un moteur et habiller une caisse avec tout le matériel nécessaire, les bouteilles, etc., ça peut prendre 3 semaines. Le seul hic aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas les habilitations gouvernementales pour pouvoir le faire. Donc c'est tout notre débat et tout notre enjeu aujourd'hui de lobbying, c'est-à-dire de pouvoir faire comme nos amis du rétrofit électrique ont réussi à faire en début 2020, c'est-à-dire forcer le gouvernement, les politiques en tout cas, à nous autoriser à le faire pertinemment. Voilà. En France, ça marche très bien à l'étranger. On pourrait le faire en Italie, par exemple. On pourrait le faire en Espagne, mais nous, on souhaiterait en tout cas d'abord le faire en France, sachant qu'un deuxième marché s'est ouvert très rapidement, qu'on n'est pas allé chercher. Hein. Il est venu à nous. C'est les bus et les cars de ramassage scolaire. Rien qu'en Pays de la Loire, il y a 3000 cars de ramassage scolaire qui sont susceptibles d'être transformés en bio-GNV. Voilà. Sébastien, je me permets d'intervenir. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de slides, mais je vois là qu'il tourne. On a encore un sujet derrière. Ok, très bien. Ah, parfait. Donc, tu avais soumis des questions aux participants. Hop, je vais reprendre la main vite fait sur l'affichage. Alors déjà, vous pouvez réagir hein, là, à la présentation que vous a faite Sébastien pendant que je fais le transfert d'affichage. Hop, donc pour la suite, rendez-vous sur SparkUp. J'espère que ça s'affiche chez vous. SparkUp, ouais. Et donc, vous pouvez scanner avec le téléphone si vous avez perdu le fil. Je vous affiche les questions que Sébastien voulait vous poser. Donc, ça s'affiche normalement sur vos téléphones ou là où vous êtes connecté sur SparkUp. Il y a 2 questions qui vous a soumises avec 2 QCM, juste pour avoir votre sentiment sur ce qu'il a évoqué. Est-ce que
tout le monde arrive bien à récupérer les questions? Je vois des personnes qui commencent à remplir, donc je me dis que oui. J'ai juste une petite chose à rajouter. On est persuadé que l'avenir, c'est l'hydrogène, bien évidemment, mais qu'à aujourd'hui, on est très loin, malheureusement, de pouvoir utiliser cette énergie, en tout cas d'hydrogène vert et pas gris. Je ferme la parenthèse. Ok, alors je sais pas si je vois pas s'il y a des questions, pas de réaction dans le chat ou des gens qui lèvent la main. Alors les gens Merci Sébastien. répondent. Il y a une question de Jean-Paul, Ouais, peut-être. juste une question. Quelle est la capacité en biogaz comparée finalement aux besoins que l'on pourrait avoir si on avait une transformation du parc de véhicules important? Enfin, ou plutôt, je pose la question différemment. On ne couvrira pas, si j'ai bien compris la question, le biogaz ne remplacera jamais le pétrole. On n'a pas la capacité de production en bio-GNV. Alors, il y a aussi le GNC qui est issu du gaz tel qu'on le connaît aujourd'hui, du gaz fossile. Alors, à l'envers, quel pourcentage de véhicules de VUL aujourd'hui on pourrait équiper de systèmes utilisant le biogaz en tenant compte de nos capacités d'avoir du biogaz? Est-ce que c'est 5% du parc aujourd'hui, 10%? Non, c'est un petit peu plus que ça. Je dirais autour de 10% qui pourraient être équipés. Nous, notre objectif, c'est 2% du parc. Parce qu'on parle là d'utilitaire master, enfin camionnette, on ne parle pas du petit Kangoo break, entre guillemets, enfin le Kangoo aménagé en utilitaire. On parle vraiment de ça. Nous, notre objectif, c'est 2%. 2%, c'est 25 000 unités. Je vous rappelle qu'on fait 2000 moteurs par an. Pour nous, ce serait déjà énorme de pouvoir appliquer ça. À horizon 2050, ce que nous dit GRDF, en tout cas avec les projections qu'ils font sur la production, parce qu'on parle de chaîne globale. Il faut produire, il faut distribuer, il faut pouvoir aménager, etc. On couvrirait toute cette partie utilitaire sans aucun problème pour l'ensemble du parc. Je vous affiche les résultats du sondage. Donc c'est 2 grands oui. Mais c'est pour ça qu'on parle de mix énergétique, c'est-à-dire qu'il faut un peu d'électrique, il faut un peu d'hybride. Enfin, il faut de l'électrique, il faut de l'hybride et il faut d'autres solutions, biogène V9, biogène V rétrofité. Voilà, il y a de la place, il y a vraiment de la place pour tout le monde, mais on est obligé de s'adapter aux soucis ou aux contraintes des uns et des autres, quoi. Très bien, merci beaucoup Moi, Sébastien. j'aurais juste une petite question aussi, Sébastien. J'ai pu comprendre qu'il y avait des expérimentations avec des entreprises toulousaines. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, on a été, je parle un petit peu au nom de l'IPTEC, mais Transdev a fourni des véhicules pour faire des prototype qui roule d'ailleurs. Le premier véhicule, il vient à Laval. On fait une présentation politique et commerciale le 9 décembre prochain. Donc Transdev, Sicoval, très intéressé également, et puis des sociétés d'autoroute. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Bon, mais je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer au sujet suivant. Présenté par Baptiste. On arrête les Sébastien maintenant. Alors, Baptiste, ton micro est coupé, je crois. Ça doit être mieux. C'est beaucoup mieux. Est-ce que vous voyez la présentation là? Ça charge. Alors, Baptiste qui a été lâché. C'est ça. J'ai été lâché par mon directeur qui s'excuse. Il a eu un impondérable sur un sujet urgent qui a requis son attention sur l'usine de Tarbes. Donc, on vous avait posé la question de la place de l'humain dans l'évolution de l'industrie 4.0.
Est-ce que tu vas quand même pouvoir répondre à cette question? Alors, on vise à y répondre. C'est pas une réponse qui va pouvoir être amenée de manière, on va dire, empirique, mais juste pour voilà, me présenter rapidement et après j'entrerai dans le vif du sujet. Donc, pour ma part, j'ai une formation à la base d'ingénieur. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis chez 3A. Je présenterai rapidement 3A pour vous dire un peu qui on est. Et donc, nouvellement, donc depuis début 2021, au sein de la direction de technique en tant que responsable technique et innovation. Vous pouvez changer de slide. Donc, très rapidement, 3A. Donc, on est une société de services industrielle, majoritairement in situ. Donc on est présent un peu partout dans le monde. On travaille majoritairement sur des activités soit de production, soit de support, du support industriel, plutôt dans le domaine méthode, qualité, etc. Et on travaille, alors historiquement, parce que 3A c'est assistance aéronautique et aérospatiale, historiquement la grosse part de nos activités est aérospatiale. Et c'est là d'où on vient. Et c'est de là d'où je viens moi particulièrement. Donc plus particulièrement des Airbus, des Boeing, des Dassault, etc. Un développement depuis quelques années, notamment avec le cluster Totem dans les activités navales, nautiques, ferroviaires et énergie. Bon, énergie qui ne concerne pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Grosso modo, en fait, tout ce que je vais vous présenter derrière, ça part d'un constat et d'une philosophie au sein de l'entreprise qui est de dire qu'aujourd'hui, l'humain est au centre de notre réussite. C'est important de se le dire, c'est que ça semble évident, ça semble bête. C'est important de se le dire parce que aujourd'hui, il y a des sociétés qui vont plutôt mettre en avant leurs moyens de production, leurs procédés, des choses comme ça. Alors, c'est encore plus vrai quand on est dans le service, mais pour quelle que soit l'entreprise, pour moi, l'humain reste la clé de voûte de toute l'organisation. Et on le verra après, mais c'est de là dont part le constat qui nous amène à la fin à lancer un projet sur 3 ans dont je vous parlerai. Bon, voilà, grosso modo, l'humain et l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, déjà, ça fait partie de mes questions à la fin, on verra vos réponses. Pour nous, c'est un incontournable. On peut pas, autant la 3.0 sur la robotisation, on pouvait s'en passer quelque part, parce qu'aujourd'hui, les chaînes de production ne nous demandaient pas forcément d'avoir des robots, on n'était pas forcément dans des cadences suffisantes. Aujourd'hui, que ça soit la partie 4.0, donc qui nous amène pas mal de choses, va forcément être implémentée d'une façon ou d'une autre dans une bonne partie des entreprises. Ne serait-ce que pour ce qu'elle propose. Donc on va parler de continuité de la donnée. Aujourd'hui, on a plein de données dans des tiroirs qui généralement ne sont pas connectés les uns entre les autres. Du coup, on a du mal à faire sens et c'est pour reconnecter un peu avec tout ce qu'on disait avant, et notamment la fresque sur le climat, on a du mal à faire sens, par exemple, entre des données qu'on a côté météo, des données d'observation. On va avoir la même chose dans une entreprise. Une entreprise, c'est un microcosme, c'est un environnement intrinsèque, et on va avoir du mal à connecter cette donnée si on n'a pas prévu et pensé notre système de manière à ce que la donnée soit continue. Ça nous permet d'arriver à de la maîtrise de la performance, à des systèmes de systèmes. Alors, c'est un terme qui peut paraître barbare, mais on a un système qui est plutôt intellectuel, global, qui va piloter différents systèmes physiques ou intellectuels ou informatiques, qui eux, vont amener de l'information, amener de la production directement, qui va derrière en fait pouvoir décoller sur des systèmes comme les Smart Factories. On entend parler. Les Smart Factories, on a la capacité, ça adresse des sujets qui sont assez simples. Fini, c'est que on veut des usines qui nous disent à tout moment du cycle où en est ma production, où en est ma maîtrise de la performance, avec des modes de production qui sont flexibles, donc des outils qui ne sont pas justement de l'industrie 3.0,
la robotisation, où on a une chaîne de montage comme on peut connaître chez Renault ou Peugeot ou tous les autres, avec énormément d'automates, mais qui sont capables de faire une seule et même pièce tout le temps. Là, on a des modes de production flexibles et on a des produits et services qui sont bien plus configurables. Aujourd'hui, et on en viendra quand on parlera d'évolution des modes de consommation, mais aujourd'hui, le consommateur, qu'il soit d'entreprise, qu'il soit particulier, qu'il soit tout consommateur, quel qu'il soit, parce qu'on est tous des consommateurs quelque part, et la responsabilité vient aussi derrière, mais ça, voilà, c'est des sujets dont mes collègues ont pu parler avant. On veut que ça soit configuré, que ça nous soit spécifique. Donc, l'industrie 4.0, elle touche effectivement pas mal de sujets, dont un majeur qu'on oublie souvent, c'est la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, quand on avait des industries, 2.0, 2.5, quelque chose comme ça, où on allait travailler dans un microcosme fermé, aujourd'hui, tout ce qui est système, la plupart des outils que vous trouverez sur le marché sont des SaaS, qui sont généralement en cloud. Ça veut dire qu'il va falloir ouvrir votre système à l'extérieur. La cybersécurité, c'est un sujet pour tout le monde. On a tous entendu parler des ransomware. C'est arrivé à des sociétés qu'on connaît, même ça vous est peut-être arrivé. Ça devient un sujet. Alors c'est presque, certains le mettent comme des avantages de l'IN 4.0, moi je le mets plutôt comme un inconvénient. C'est quelque chose qu'on se doit de faire pour pouvoir bénéficier du reste. Et après, ça amène énormément de solutions différentes et vraiment une réelle plus-value pour une entreprise sur ses modes de fonctionnement interne et même sur son produit à l'externe. Ça, c'était pour la partie 4.0. C'est une petite introduction. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi, si ce n'est que juste pour resituer le contexte. Et aujourd'hui, pas mal de gens, dont Elon Musk, je reviendrai sur le tweet tout à l'heure, se posent la question de l'humain dans tout ça. Parce qu'on a focalisé la 4.0, on s'y a engouffré sur l'aspect technologique des choses, en disant on va faire des IA, on va faire de l'impression 3D, voilà. Mais on n'a pas réfléchi, et la plupart des solutions qu'on voit aujourd'hui sur le marché n'a pas réfléchi à la place de l'homme dans tout ça. L'homme est presque vécu comme une contrainte autour de laquelle on doit concevoir, enfin, même pas forcément concevoir un système, on va concevoir un système et l'utilisateur est une contrainte. Aujourd'hui, si vous allez dans des écoles d'informatique, c'est comme ça que c'est entrevu, hein, très clairement. Pour avoir des alternants en informatique dans mon secteur, dans l'aspect qu'ils m'ont donné, dans les contraintes, il y a l'utilisateur. C'est une façon de voir les choses. Aujourd'hui, l'utilisateur est plutôt une force parce qu'aujourd'hui, on voit que des choses qui sont faisables il y a des choses sur lesquelles les IA ou les systèmes de l'industrie 4.0 sont bien meilleurs qu'un humain. Tout ce qui est puissance de calcul, il y a des puissances de calcul énormes qui permettent de faire des simulations dans tous les sens et des choses comme ça que si on devait faire avec notre tête, on serait bien embêté. Pour autant, il y a des choses comme la créativité. Donc, si on parle de créativité, d'ingéniosité humaine, aujourd'hui, les IA n'en sont pas capables. Et même si vous parlez à des spécialistes d'IA, ils vous diront qu'elles n'en seront jamais capables. Bien qu'on ait eu des IA, par exemple, qui ont composé des morceaux de musique, qui ont même créé des œuvres d'art, elles ne font que recréer ce qui existe sur la base d'algorithmes qui analysent ce qui peut plaire aux gens en fonction de retours. On n'est que dans cette boucle d'apprentissage, mais il n'y a aucune créativité, il n'y a aucune ingéniosité. Et aujourd'hui, même des sociétés leaders dans l'IA comme Another Brain qui a vocation à travailler sur la 3e génération d'IA pour émuler le néocortex humain, ils le disent. Aujourd'hui, on ne saura pas faire de l'ingéniosité en IA. C'était comment dire, c'était les récits d'anticipation ou les films d'anticipation des années 80 qui nous montraient des robots capables de prendre des décisions, ils le pourront, mais d'être créatifs et ingénieux, ça ne sera pas possible. Pas avec les technologies existantes. Aujourd'hui, en plus, donc, dans la révolution industrielle qu'on connaît, donc de la 4.0, on est plutôt avec des technologies qui cohabitent plutôt qu'ils collaborent.
même si on commence à voir avec l'émergence de la cobotique des choses intéressantes. Et donc je vais revenir sur ce tweet. Alors Elon Musk, personnage qui divise, et on va pas forcément, je remonte un slide s'il vous plaît, personnage qui divise, mais effectivement il y a plein de grands penseurs de l'industrie ou autres qui font cette constatation. On a trop robotisé. Et c'est une erreur. Et là, il le dit lui-même, les humains sont sous-évalués. Sous-cotés, comme on pourrait dire chez les jeunes. Effectivement, on a sous-évalué cette créativité, cette ingéniosité, cette approche qui fait que aujourd'hui, à la 4.0, même si c'est presque nouveau pour certaines boîtes, c'est bientôt presque de l'histoire ancienne. Et aujourd'hui, il y a une théorie qui sort au niveau notamment du Conseil de l'Union européenne, d'une industrie 5.0 qui en fait se construit autour de l'homme. Et nous, c'est notre ambition, c'est justement de prendre cette 4.0, d'y ajouter des approches RSE, environnement, l'émergence de nouvelles technos, des modes de consommation différents, de la cobotique, et d'aller vers cette industrie 5.0. Et c'est là où vient le projet, donc là on peut passer à la slide d'après, qu'on mène au sein de 3A. Alors là on a passé 2 slides. Si on peut remonter. Donc voilà, notre projet, voilà. Notre projet, en fait, alors, il s'appelle Humanity 4.0, il a été déposé en 2020 au sein du plan de relance et en collaboration avec beaucoup de clusters, notamment aéronautiques, parce qu'on a une grosse part aéronautique dans nos activités, mais avec une notion aussi d'implémentation sur d'autres domaines d'activité. On travaille en fait avec des technologues. Des technologues, on entend par exemple des sociétés qui développent des IA, justement, comme Another Brain, des sociétés qui développent des solutions de réalité augmentée, de réalité projetée, donc ESI, IOTA par exemple. On travaille avec eux, mais dans un mode non contraint, dans le sens en fait où beaucoup de solutions aujourd'hui ont été réfléchies dans des processus de design thinking faits par des patrons ou du moins des techniciens, mais qui n'étaient pas sur le terrain. Et on arrive en présentant une interface, par exemple par un utilisateur, en disant voilà, ça c'est une interface. Elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, on travaille vraiment dans un flux bidirectionnel, entre guillemets. En fait, on va venir pitcher une idée à des gens qui seront demain des utilisateurs directement sur le terrain, en disant ok, toi tu ferais ça comment? Qu'est-ce que tu envisages? Et vraiment, l'idée, c'est d'amener des technologies qui sont matures en soi, donc des TRL autour de 6, 7 et supérieurs, mais à revoir leur interfaçage avec un humain parce que elles n'ont pas justement pris en compte cet utilisateur. Un exemple très précis, ça fait des années qu'on se bat avec Airbus pour leur dire, et ils ont commencé à le comprendre maintenant, que la réalité augmentée avec les HoloLens n'a aucun sens. Parce que Airbus avait en vision d'avoir tous ses utilisateurs, tous ses employés avec des HoloLens capables de travailler avec des informations qui vont être écrites sur leurs lunettes. Sur le principe, c'est très bien. On est encore une fois dans le récit d'anticipation des années 80, on voit un peu, même un peu plus tard, des films comme Minority Report, etc. On voit l'idée. Maintenant, quand on se confronte à la réalité des technologies, quelle que soit la puissance de calcul ou même la version de la solution qui sera embarquée sur ces systèmes demain, il y aura toujours une latence entre le mouvement que vous allez faire, le calcul des accéléromètres et de la caméra qui voit ce qui se passe, et le moment où l'affichage va se mettre à jour. Même si, et imaginons qu'on arrive à être hyper bon et à descendre en dessous de la persistance rétinienne des impressions, on ne le verra pas, du moins pas de manière consciente. Mais au niveau cérébral, ça va induire une fatigue. Et aujourd'hui, pensez que des gens vont travailler pendant 8 heures avec des lunettes comme ça, où peut-être quelques millisecondes derrière la réalité, vous avez une réalité virtuelle qui se recale en permanence, c'est impossible. Déjà, il y a des gens qui sont atteints de motion sickness et ils ne pourront pas du tout. Et d'autres qui vont être hyper fatigués au bout de 2 heures. Déjà, 2 heures, c'est beaucoup. Donc du coup, par exemple, cette solution, c'est de dire,
arrêtons d'aller vers ces lunettes et trouvons d'autres solutions. Il y a des solutions comme la projection, qui n'est pas idéale parce qu'effectivement, il y a les ombres portées, mais qui a l'avantage d'être quand même beaucoup plus utile et agréable à un utilisateur. Ça, c'est un des objets en fait, de notre projet. Il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, c'est un projet qui va courir sur 3 ans, voire plus, qui a pour vocation vraiment de construire la technologie autour de l'utilisateur. Et donc, dans ce cadre-là, on en parle parce qu'on cherche forcément des gens des technologues, justement, qui sont intéressés, qui ont des technologies qui, aujourd'hui, ils estiment pas forcément en lien ou cohérentes avec l'utilisateur. Et on leur offre 2 choses. On leur offre un domaine d'expérimentation avec toutes nos équipes internes. Donc, 3A, c'est à peu près 3000 personnes dans le monde. Et on leur offre aussi la possibilité, derrière, de les mettre en avant auprès de grands comptes comme Airbus, Dassault, Stelia, Airbus Hélicoptère, Defense and Space et compagnie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des solutions qu'on veut pouvoir embarquer dans nos prestations de service. C'est pour vous donner un peu une idée. Oui. Ouais, je vois l'air qui tourne et il y a Jean-Paul qui a une question. Je ne sais pas si tu as encore des choses à évoquer ou Non, c'est tout. C'est tout pour moi. J'avais juste ma question, mais qui se passera par l'appli. Donc ouais, eh bien, je vais la lancer pendant que Jean-Paul peut-être intervienne et te pose sa question. Jean-Paul, on t'écoute. Ouais, alors non, en fait, j'ai dû faire une fausse manip. J'avais pas de questions là. Pardon, ok, excusez-moi. Autant pour moi. Ta main levée. J'avais eu le coup d'avant, mais Ça marche. pardon. Hop, eh bien, je vais envoyer du coup ta question, Baptiste. Est-ce que ça s'affiche chez vous? Normalement, c'est parti. Je vous laisse vous reconnecter s'il y a besoin. Je peux vous réafficher. Hop. Présenter. Et je prends la main sur la présentation. Hop. Oui, moi je voudrais te poser une question, Baptiste. Bon, je vois qu'il y a une structuration de ce projet. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont impliquées et des organismes qui sont impliqués. Comment pourrait-on, bon, je sais que 3A est membre du cluster Totem, donc est-ce qu'il y a des sous-sujets qu'on pourrait éventuellement envisager et est-ce que ça t'intéresserait d'animer éventuellement une réflexion au sein de Totem pour répondre à peut-être un sous-sujet relatif à ce projet? Ça pourrait être intéressant. Il faudrait qu'on voit comment organiser ça. Après, effectivement, toute réflexion ou idée, souhait de collaboration est bienvenue. Vous avez mon contact sur la première page de la présentation. Pour les autres sociétés, s'il y en a qui... Aujourd'hui, ça veut dire que votre projet est encore ouvert à la participation d'autres entreprises? Alors, le projet en tant que tel, au niveau, parce qu'il y a eu un dépôt dans un appel à projet gouvernemental, celui-là est clôturé, parce que, voilà. Mais le projet Humanity globalement, on prendra toujours les solutions ou les initiatives intéressantes, quelles qu'elles soient. L'idée, c'est vraiment de pouvoir justement collaborer sur des démarches j'appelle de co-développement. Oui. Où là, nous, de toute façon, on n'est pas des technologues. Et vous l'avez vu dans la présentation, par ADN, on est plutôt des opérationnels, une société qui a une vocation avant tout industrielle. Mais l'idée, c'est d'accompagner ce développement, d'être dans un cercle vertueux qui bénéficie aux deux. Et voilà. Après, si effectivement, au cœur du cluster Totem, il y a des sociétés qui seraient intéressées pour intégrer cette démarche-là ou autre, ça peut être intéressant pour nous et pour eux.
D'accord. Donc, on aura tout à l'heure un certain nombre de questions qui seront posées pour voir quels sont les domaines d'intérêt. Moi, de mon côté, j'ai également des contacts d'entreprises qui sont intéressées par ce type de sujet et d'interlocuteurs qui sont intéressés par ce type de sujet. Donc, on restera en contact pour voir si on prévoit un workshop pour présenter un peu plus peut-être les besoins éventuels qui pourraient correspondre aux compétences de ces entreprises-là ou de ces référents dans le domaine. Avec plaisir. Merci. Ok. Christian, je te propose de passer directement justement au sujet d'intérêt avant que les gens doivent quitter. Oui, dans tous les cas, je pense que tu vas aussi, tu dois aussi t'échapper. Donc, C'est une obligation, ouais, effectivement, mais bon. si on ne peut pas continuer sur SparkUp, eh bien, je terminerai, je clôturerai la session et Alors en fait, discutera en live. Hein, là, je peux laisser ça ouvert. Pour info, vous pouvez aussi naviguer sur SparkUp sans que je sois là. En bas de votre écran, vous avez un icône qui est pour vous. Et là, vous avez un certain nombre de questions qui sont encore ouvertes auxquelles vous pouvez répondre, qu'on n'a pas évoquées là à l'oral. Voilà, les gens commencent à répondre sur les... Messieurs, je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai Ouais. une autre visio qui arrive et je dois la préparer un petit peu. Je voulais vous remercier pour l'invitation. D'accord. Et si voilà, vous avez des questions ou interrogations quelconques, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à revenir vers moi ou directement vers LibTech puisque vous les connaissez au sein de LibTech. Entendu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci. Merci, au revoir. Pour cette présentation. Oui, donc normalement on passe à la deuxième partie hein, où c'est un échange. Donc si vous avez des questions à poser globalement, nos intervenants qui sont là pourront y répondre et vous pouvez également échanger entre vous vos différentes idées. Donc, ce que je vous avais proposé à un moment donné, alors je ne sais pas si SparkUp est initialisé en ce sens, c'est de nous laisser un peu vos centres d'intérêt, sachant qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont déjà été lancés ou qui sont en cours, comme par exemple le BioGNV, hein, qui est récent pour nous, hein, puisque c'est initialisé aujourd'hui. Et donc, de bien vouloir nous indiquer si vous êtes intéressé juste pour être informé, si vous êtes intéressé pour éventuellement participer à des workshops sur ces sujets-là. C'est des thématiques très larges, hein, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, il y a des sujets qui sont avancés et les workshops nous permettront de vous expliquer un peu plus précisément quels sont les sujets concernés. Et enfin, peut-être que vous-même, vous avez envie de présenter votre propre sujet qui rentrerait dans ces domaines-là. Et il y en aura d'autres qu'on verra dans les routes prochaines. Christian, je te laisse la main. Je te confirme que sur SparkUp, c'est bien les sujets d'intérêt là où on vous questionne sur lesquels sont importants pour vous qui est affiché. D'accord. Je dois filer et tu as une question dans le chat qui demande de préciser que signifie route. Ah, route, je vais vous y répondre sur le dernier slide. Avant de partir, je souhaiterais également, alors je ne sais pas si ça va marcher tout seul sur SparkUp, hein, tu me confirmes, que vous nous indiquiez ce que votre satisfaction un petit peu par rapport à cette rencontre. Et donc, ça marche ça, Maxime, encore? A priori, il n'est plus là. Donc, si ça ne marche pas sur SparkUp, vous pouvez toujours me le préciser dans le chat. Et je vais vous répondre à la question concernant Route. Donc, Route, en fait, c'est
des rencontres ouvertes, donc tout public, organisées par Totem EHE étant l'entreprise, l'humain et l'environnement. Et on est tous, que ce soit à titre particulier ou au niveau de l'entreprise, de notre proposition dans l'entreprise, amenés à jongler un petit peu avec justement ces trois éléments. Donc, c'est assez large. Hein, donc, si vous êtes intéressé ou si vous jonglez vous-même avec ces trois environnements, eh ben, on vous proposera une prochaine route réservée la date hein, au 1er février 2022. On avait dit janvier, mais bon, on est encore 1er février, ce sera encore pas trop loin. Et sur des sujets comme aujourd'hui, mais qui seront peut-être plus orientés. Alors, il y a pas mal de choses qui sont prévues hein, dans la programmation. Il y a des sujets sur l'hydrogène qui vont pas tarder à arriver. Il y a, bon, voilà, je ne vous dis pas tout. Le programme n'est pas établi complètement pour cette future route. Donc, voilà, je vais arrêter peut-être le partage pour voir s'il y a des questions particulières. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des retours sur le chat? J'en vois pas non plus. Je vous propose donc je vois que Franck nous a quittés et qui remercie les intervenants pour la qualité de leur présentation. Franck, les deux Franck d'ailleurs. Sébastien, j'ai répondu à ta question. RIM, j'ai pas répondu. RIM, c'est des rencontres intermembres, donc c'est plutôt au niveau donc des membres et partenaires de Totem. C'est en fait des routes, si on veut, mais sur un domaine beaucoup plus précis. On abordera par exemple, si on continue les sujets tels qu'aujourd'hui, on va focaliser plutôt sur le bio-GNV. Qu'est-ce que peut apporter Totem dans le cadre du bio-GNV et donc, mais là, ça se fera entre membres du cluster et partenaires du cluster. Rencontre intermembres pour RIM. Philippe nous quitte, je le salue également. Voilà, mais je pense que bon, on a un peu dépassé le temps qui était prévu. Je vous prie de nous en excuser. Et je vous dis à la prochaine fois, à moins qu'il y ait encore quelques questions. Non, je ne vois pas d'autres questions. Bonne fin de journée et à très bientôt. Vous avez également mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter pour donner des suites si vous souhaitez aller plus loin avec nous sur les sujets qui ont été abordés aujourd'hui ou bien sur les centres d'intérêt sur lesquels vous êtes prononcés sur SparkUp. Et de notre côté, on a vos coordonnées, donc on essaiera aussi de faire de la mise en relation par rapport aux ambassadeurs qui sont sur les différents sujets. Bonne journée, à bientôt, et je pense que je peux couper l'enregistrement et la session. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.